Audio Jungle. Bon, alors on va faire aujourd'hui comme on a décidé de faire la dernière fois, c'est-à-dire que chacun, chacune, ou en tous les cas le maximum d'entre vous, allez raconter une expérience scolaire, à quelque niveau que ça se situe, à l'école maternelle, au CP, au collège, au lycée, qui ait été, disons, heureuse pour vous, c'est-à-dire qui vous ait laissé dans la mémoire une trace joyeuse où vous avez eu le sentiment soit d'apprendre quelque chose d'important, soit de faire une découverte, soit de faire une rencontre avec, je veux dire, soit des personnes, soit des concepts, soit quelque chose qui vous a marqué. Parce que l'expérience prouve que, dans l'ensemble, l'école française, on le sait par les enquêtes internationales, est pas tellement marrante, joyeuse, et les Français, les élèves français n'ont pas tellement envie d'y aller tous les matins. Bon, néanmoins, chacun d'entre nous, au cours de sa carrière scolaire, a rencontré des moments heureux. Et donc, le problème, c'est d'essayer de faire, avec beaucoup de sincérité, un petit recensement de ces moments heureux qui ont laissé chez vous une trace. Et je veux dire, quel qu'il soit. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un cours, ce n'est pas nécessairement le fait de comprendre le théorème, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas le problème. C'est quelque chose qui vous a marqué. Mais si c'est un théorème, tant mieux aussi. Hein. Voilà. Donc, on y va. Bonjour à tout le monde. Donc en fait, je vais vous présenter mon expérience qui s'est passée il y a 4-5 ans, je pense. En fait, j'étais en 4e et j'ai rencontré une prof assez adorable. En fait, elle s'appelle Madame Lachnia. Elle était au collège Jean-Baptiste Clément, à Juni. Et en fait, cette prof, elle m'a dirigé. Puisqu'avant, en 6e, 5e, j'étais une personne vraiment qui pardon de l'expression, mais qui foutait vraiment la merde. Genre, à l'école, j'étais vraiment de quelqu'un vraiment bas. Que ce soit pour travail, etc. Bah, j'étais hors de l'étude scolaire. Mais voilà, quoi. Elle est venue, elle m'a expliqué 2-3 choses. Et c'est grâce à elle que maintenant, je suis arrivé en général. Et que là, maintenant, je suis en SSI. Et que j'ai vraiment progressé. Bon, moi, je la remercie de tout mon cœur. Elle m'a appris beaucoup de choses. Genre déjà le comportement, avoir du respect envers plusieurs personnes, que ce soit les profs, les parents, etc. Et vraiment, elle m'a remis dans le chemin. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment apporté beaucoup. Et en fait aussi, des fois dans les cours d'histoire, etc., on faisait des cours sur l'armée, etc. Et bah ça, en fait, ça m'a plu, etc. Les militaires, etc. Et bah, quand je suis arrivé en seconde, je voulais faire 1 an d'armée, mais j'ai pas réussi à le faire parce que comme j'étais pas organisé, bah j'ai pas donné mon dossier à temps. Donc j'ai attendu 1 an. Et bah l'année dernière, je suis parti à la marine pendant 1 an. Et vraiment, j'ai découvert que l'armée c'est quelque chose de dégueulasse. Parce que là-bas, si t'es pas vraiment d'origine française, bah t'es considéré comme une merde. Moi là, vraiment, ça a été mon cas, puisque j'ai vécu des choses vraiment atroces. Je pense qu'il y a eu beaucoup de racisme, beaucoup de favoritisme. Voilà quoi, j'ai pas envie de raconter, puisque ça me fait mal au cœur, mais bon, je vais raconter un peu, parce que voilà, voilà. Bon, en fait, à un moment, c'était quoi? Comme j'étais le seul étranger, je pense. Ouais, le seul étranger. Comme je suis d'origine kurde et turque. Bon, en fait, on m'a mis vraiment en dessous des autres. Genre, c'est-à-dire, tout le temps, on me mettait derrière. Chaque midi, c'était moi qui faisais la vaisselle. Chaque midi, c'était moi qui faisais la vaisselle. Et voilà, comment, à un moment, je me rappelle que il mettait tellement la pression que je me suis énervé contre un instructeur. Et après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, va devant la mer. Genre la mer... parce qu'en fait, j'étais parti à Brest 1 semaine.
dans un camp militaire. Et en fait, je suis resté devant la mer pendant 4 heures en garde à vous. Ils m'ont mis en t-shirt, short et t-shirt. Et là, ça m'a fait mal. Mais bon, j'ai continué parce que je voulais pas lâcher juste pour leur foutre la rage un peu. Puisque comme moi, j'ai du sang turc et les Turcs, ça lâche pas au bout de 2 minutes. Donc j'ai dit, je vais continuer. J'ai continué jusqu'à la fin. Voilà quoi. Moi, j'ai juste ça à dire. Eh bien, on m'a demandé de raconter un événement heureux. Moi, je vais plutôt raconter un événement qui m'a fait grandir. Parce que quand j'étais en primaire, j'ai rencontré une prof qui s'appelait Geneviève. Je l'avais en CM1, CM2. Puis après, on s'est perdu de vue. J'ai eu mes années de collège, mes années de lycée. Et je me suis toujours sentie mal en fait en France parce que je me sentais toujours en compétition contre les autres, toujours à être la première, à être dans les 3 premiers, à toujours réussir, à avoir un avenir. Parce que sans ça, sans diplôme, sans rien, vous savez très bien qu'en France, on ne peut pas réussir. Ou du moins, on sera dans une galère atroce. Et je l'ai recroisé un jour, en première. Et j'étais en train de marcher avec une amie et tout. Et on n'était pas loin des Restos du Cœur. Et elle y était. Et je l'ai reconnue parce que, bon, elle n'avait pas changé d'ailleurs. Et je l'ai reconnue, elle m'avait reconnue. On avait rediscuté ensemble et tout. Elle m'a dit qu'elle était toujours prof en primaire. Et que là, elle était bénévole au Resto du Cœur. Et je lui demandais pourquoi, quelles étaient les raisons. Enfin, j'étais pas contre, mais je voulais juste savoir quelles étaient ses motivations. Elle m'a dit qu'elle avait une sœur qui avait tout perdu. Après avoir fait des années d'études, après avoir été ingénieure, je crois. Je sais plus. Et elle avait tout perdu et elle m'a demandé est-ce que elle voulait que je participe moi aussi dans ce bénévolat en fait. Et j'aurais bien aimé, mais le problème c'est que j'avais pas trop de temps. Et elle me disait que faudrait réussir, que faudrait toujours travailler, faudrait toujours être la meilleure parce qu'on peut pas réussir ici. Et lorsque je lui demandais, je lui disais comment je pourrais l'aider en fait finalement. Et elle m'a dit pour changer le monde, on peut pas le faire. La seule chose qu'on puisse faire en tout cas, c'est comme aujourd'hui raconter une histoire, en tout cas la raconter aux autres pour qu'ils puissent comprendre et enfin se dire que faut pas être toujours égoïste, ne pas être ne pas se dire dans sa tête qu'on est seul, qu'il y a que nous qui comptent, qu'on n'est pas le centre du monde et qu'on devrait aider les autres et on ne devrait pas être en compétition, au contraire on devrait tous s'entraider et faire de notre diversité non pas un handicap mais un avantage. Voilà. Bonsoir tout le monde. On nous a demandé de raconter une expérience heureuse qu'on a vécue à l'école. Moi en fait, depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu que des expériences heureuses à l'école. J'ai pas de mauvais souvenirs, rien du tout. Tout le temps des bons souvenirs. Je vais commencer plutôt vers le collège parce que quand je suis rentré au collège, je commençais à faire des contrôles et tout. C'était tout le temps moi le premier de la classe ou sinon le deuxième, mais tout le temps entre premier et deuxième. Et après, du coup, les profs, ils étaient un peu contents de mon comportement parce que moi, je parle pas trop en classe, je suis plutôt concentré. Après, on m'a présenté des ateliers. On m'a dit si je voulais être responsable de ces ateliers. Du coup, j'ai accepté, j'ai dit oui, pourquoi pas. Après, je me suis lancé dedans. Après, quand j'ai eu 15 ans, il y a une assemblée dans le collège et c'est pas le même système qu'en France parce que moi j'étais avant à l'île Maurice. C'est l'an dernier que je suis arrivé en France en 2013. Et du coup, dans cette assemblée, ils vont faire des élections dans lesquelles ils vont sélectionner des élèves pour représenter le collège en entier, genre le lycée en entier. Et on appelle ça des head boys en fait. Et après cette assemblée, le plus de votes c'était moi en fait. Du coup, j'étais le responsable, on va dire, du lycée. Et le responsable du lycée, il organise des trucs comme, on appelle ça Music Day, Sports Day. Et le Music Day, c'est le jour de la musique, comme on le sait tous. Mais le jour de la musique, c'est pas comme ici. On n'a pas cours ce jour-là. Chaque classe, ils vont organiser des petites chorégraphies. Il y en a, ils vont chanter. Il y en a, ils vont jouer de la guitare. C'est comme ça. Et le jour de sport, il y en a, ils vont faire relais. Il y en a, ils vont faire 3x500.
Eh bien, c'était moi l'organisateur en fait. Et un jour, à un moment donné, j'ai vu, il y avait un garçon, il était en fait handicapé, il pouvait pas marcher, il avait une siège et quand il venait à l'école, il était tout le temps triste. À chaque fois, je vais lui parler et tout. Et en fait, il manquait de l'argent pour faire une opération. En fait, l'opération, il l'a fait en France. Il coûtait environ 300 000 euros. Du coup, comme chez nous, c'est roupies, ça fait beaucoup. Et sa mère, il nous a demandé de l'aide. Il est venu au collège, il a demandé si on peut l'aider, son fils. Après, moi, je suis rentré, j'ai parlé à mes parents et tout. Mes parents, ils ont dit, ouais, il peut l'aider. Mais après, moi, quand j'ai parlé à mes potes, on a trouvé une solution. On appelle ça le Bring and Buy Day. Bring and Buy, ça veut dire apporter et acheter. On apporte tous des boîtes de conserve, des pâtes, des patates, des oignons, quel que soit n'importe quelque chose qu'on peut acheter. On ramène ça, on ramène tous, on le garde au lycée. Après le jour, on va fixer une date. Et il y a des gens ailleurs, ils vont venir au lycée, ils vont acheter ces trucs-là. Et nous, on va prendre l'argent, on va le donner aux personnes, c'est-à-dire au garçon qui est handicapé pour qu'il puisse faire son opération. On n'avait qu'une semaine à faire et pendant une semaine, on a récolté 300 000 roupies. Ce qui est d'ailleurs énorme chez nous. Après, j'ai passé des examens. Quand j'ai eu mes résultats, mon père il m'a demandé ce que je voulais faire et je ne savais pas trop. Mais comme mon père il est prof à l'université, il enseigne la sociologie. Du coup, moi, j'étais passionné par la sociologie. J'ai dit pourquoi pas faire sociologue. Après, je suis arrivé en France. Je suis venu dans ce lycée et j'ai passé le premier trimestre. Le deuxième trimestre, quand j'ai eu mes bulletins, Madame Richet m'a demandé ce que je voulais faire. Du coup, j'ai dit je voulais faire sociologue. Dès qu'elle a su, j'ai rencontré Monsieur Baudelot l'an dernier. Et d'ailleurs, j'étais très content parce que c'est la première fois que je rencontre une sociologue dans ma vie. Et j'ai même rencontré des profs géniaux parce que une prof comme Monsieur Mula, j'ai jamais vu qui est si cultivé, qui est très intelligent. En plus, ses explications, ses cours, ils sont trop bien. Et bien voilà, en fait, c'est une expérience que j'ai fait à l'école, mais c'est tous des expériences heureuses. J'ai jamais eu de mauvaises expériences. C'est pour ça que j'aime bien l'école. Ben, merci. On nous a demandé de raconter un bon événement en cours, tout ça. Moi, bizarrement, justement, c'est la rencontre avec le professeur qui a changé ma vie, en fait. Parce que, à la fin de la quatrième, j'avais commencé à m'intéresser à la danse, tout ça. Et donc, en fait, pendant l'été, je regardais des vidéos de danse, j'essayais d'imiter, enfin voilà, classique quoi. Et donc en fait c'est en début de troisième, au même collège que Benjamin à Duni. J'ai rencontré Monsieur Delorme, c'était mon prof de PS. Et donc en fait lui c'était aussi un danseur, mais un danseur de fou en fait, c'était un danseur de malade. Et donc en fait c'est vraiment lui qui m'a tout appris. C'est un peu mon maître, si on peut dire, en danse. En tout cas, c'est ma plus grande inspiration. Parce que, en fait, en début de troisième, bizarrement, c'est rare de voir un prof qui prend un élève à part, juste pour lui donner des cours en plus. Et donc, en fait, pendant mon année troisième, il m'a pris sous son aile. Après les cours, il me donnait des cours pratiques sur des pas. Il m'apprenait aussi l'histoire de la danse. Et donc après, au troisième trimestre, on avait un projet. C'était sur l'abolition de l'esclavage. Et donc, il m'a demandé si donc, je voulais participer. Et comme je suis noir, évidemment. Et donc en fait c'est le premier projet que je faisais et c'était sûrement le meilleur parce qu'en fait déjà la thématique elle était ouf et donc après c'est aussi par rapport à mon expérience personnelle parce que moi la danse pour moi c'était juste les pas que je voyais dans les films de danse, les saltos machin chouette là, mais
et, et donc en fait là c'est mon prof qui m'a appris qu'en fait la danse c'est beaucoup plus que ça, c'est l'expression de nos émotions les plus cachées en fait. Et voilà, enfin c'est vraiment cette rencontre qui a tout changé dans le sens où au spectacle, enfin lors de la représentation sur le projet, genre il m'avait donné une partie, c'était en solo de crump. Et donc en fait, le crump c'est une danse énergétique, vraiment très, très énergétique, qui demande beaucoup de muscles et de techniques. Et donc en fait, bizarrement, enfin je sais que la plupart du temps, les gens pensent que le crump c'est une danse, c'est une danse de barbare, mais c'est faux. C'est totalement faux. Et donc en fait, mon prof, il m'a fait bosser sur ce solo de crump. Et en fait, c'est à ce moment-là où genre, j'ai vu, enfin, où j'ai vraiment vu l'univers de la danse, dans le sens où genre, il m'a appris à utiliser des muscles de mon corps que je connaissais même pas. Et enfin voilà, et donc après le jour de la représentation, quand j'ai fait mon solo, après j'ai eu des retours hyper positifs qui m'ont vraiment encouragé à continuer la danse. Et donc voilà, c'est vraiment cette rencontre qui a changé ma vie, parce que c'est vraiment là où genre j'ai mis la danse en premier dans ma vie. Et là en plus récemment je l'ai rencontré. Et donc il m'a invité à faire une battle pour entre les 15 meilleurs danseurs qu'il ait jamais eu. Donc voilà, enfin c'est ça le truc. Voilà. Moi, on m'a demandé de raconter une expérience qui m'a marquée lors de l'école. Alors moi, je pars du principe que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les SVT, moi, ça n'a jamais été la grande histoire d'amour, j'ai jamais aimé ça. Et en fait, en seconde, on a dû disséquer une grenouille. Et je m'en souviens, c'était vraiment l'une des expériences les plus jouissives que j'ai jamais ressenties de ma vie, quoi. Juste le fait de tenir un scalpel et de découper cette grenouille comme ça, là, j'ai juste trouvé ça mais vraiment super bien. Parce que, déjà, j'ai trouvé ça bien parce que c'était pas... parce que la plupart des cours de SVT, c'est plus tout ce qui est théorique. On a des feuilles et c'est schématisé, il y a... On voit le cœur, les cavités, les oreillettes et compagnie. Et là, j'avais une grenouille en face de moi, quoi. Et j'étais là, j'étais vraiment bien, quoi. C'était vraiment un moment qui était bien. Mais après, arrivé en première, on a arrêté de faire tout ce qui est pratique, les dissections et tout. On a arrêté de faire ça. Et voilà, c'est jusqu'à là, j'aime plus du tout la SVT, quoi. Voilà. Alors en fait, moi, quand on m'a demandé de raconter un souvenir heureux, dans ma tête ça a fait tilt. J'ai direct pensé au jour où j'ai sauté une classe. En fait, j'étais rentrée au CP, donc ça remonte. Et la semaine de la rentrée, où on a commencé à faire des petites évaluations pour voir le niveau de chacun, en fait, j'ai tout réussi avec succès. Et donc directement, on a demandé à mes parents si je pouvais passer directement à la classe supérieure. Et quand j'ai appris ça, je sais pas, j'étais fière de moi. Et ça m'arrivait pas souvent d'être fière de moi, parce que quand j'étais petite, j'avais pas confiance en moi du tout. Et quand on m'a dit que j'allais sauter une classe, j'étais très très heureuse. Et je pense que ce sera l'un des moments qui restera gravé dans ma tête. Et ce sera l'un des meilleurs moments pour moi à l'école. Parce qu'après, quand je suis arrivée en CE1, tous mes amis de CP, ils me regardaient comme si comme si j'avais fait un exploit. Et moi, je sais pas, ça m'a fait sentir vraiment fière de moi. Et voilà, pour moi, c'est le souvenir le plus heureux de l'école. Alors à propos des moments les plus heureux, c'est pour moi l'école ça s'est toujours bien passé, toujours avec les profs, avec les élèves. Quand les élèves ils me disent c'est un prof nul, tout ça, ou bien de merde, moi je vois pas ça, je trouvais ça bizarre, mais bon c'est pas grave, j'aimais quand même les profs. Quand je suis arrivé ici en France, j'ai une personne qui m'a vraiment aidé à m'adapter à la société et changer un petit peu, c'est Madame Tanvuté. Elle m'a vraiment aidé à m'exprimer, à la façon de parler, la façon d'agir, de réfléchir, à changer un petit peu, parce que quand je suis arrivé, tout le monde me voyait genre bizarre, la façon de parler. Et il y avait aussi
et voilà, donc elle m'a aidé à m'exprimer à l'écrit, à l'oral. Et il y a aussi TLM, que vraiment j'aime vraiment TLM. Voilà, chaque mardi après-midi, j'ai toujours envie de venir ici depuis l'année dernière. Voilà, c'est ma 2e année. J'ai toujours envie de venir, de suivre, de faire surtout les oraux. J'aime trop préparer les oraux. Publier sur le site, c'est le truc que j'aime trop faire tout le temps. Voilà. Voilà, donc grâce à TLM, j'ai pu découvrir des personnes vraiment extraordinaires, et c'est vraiment enrichissant. Et j'ai pu parler à l'oral, pouvoir parler à l'oral devant tout le monde. Maintenant, ça me dérange presque plus d'avoir tous les yeux vers moi. Et voilà. Alors, mon expérience heureuse à l'école, c'était en CM1. Durant toute ma primaire, après l'école, mon père me faisait faire des exercices en plus et une lecture à voix haute. Et de l'écriture aussi. Après chaque séance d'écriture, c'était la même chose, tu écris mal. Après chaque séance de lecture, toujours la même chose, tu lis mal. Et en CM1, on devait, à un moment pendant l'année, choisir un livre qu'on avait lu et répondre à un QCM. Chaque groupe, la prof appelait les gens par groupe. Et j'étais parmi le dernier groupe. Et j'avais pas le livre que je voulais. C'était un livre qui m'intéressait pas. Donc, déjà que je lisais mal d'après mon père. En plus, j'avais un livre qui m'intéressait pas. Voilà. Donc, j'étais triste et j'ai pleuré. Parce que je pleurais pour rien. Là, je stresse un peu. Donc, j'ai pleuré et la prof est venue me voir personnellement. Elle m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit que j'étais triste parce que mon père allait me faire lire le livre, allait me dire que je lisais mal. Et en plus, c'était un livre que j'aimais pas, qui m'intéressait pas. C'est alors qu'elle m'a regardée avec des yeux gros ronds comme ça. Elle m'a fait « Mais pourquoi tu lis mal? C'est faux. Tu lis super bien. Quand tu lis quelque chose, tu le comprends comparé à d'autres élèves. » Et je me suis sentie fière de moi. J'étais bien. Je sais pas comment vous expliquer, j'étais super bien, quoi. C'était la prof, c'était elle qui devait tout m'apprendre. Et c'est elle qui me disait que je lisais bien. Voilà. C'était... Souvenir heureux, je crois que alors moi ça remonte à très très loin, hein, du coup, mes souvenirs d'école, et je crois que ça a été mon premier jour d'école. Voilà, parce que pour moi l'école c'était mon espace de liberté et mon espace à moi. Voilà, donc j'étais petite, hein, je crois que j'avais 4-5 ans, 5 ans peut-être, et voilà, et donc j'étais ravie d'aller à l'école. C'était un moment d'indépendance pour moi, donc toute petite. Ma mère est partie m'inscrire au collège avec la feuille de l'académie qui dit que je dois sauter une classe. Et donc je suis parti en vacances en Algérie, super heureux. Et arrivé à la rentrée, je vais dans les classes de 5e, on m'annonce que la directrice a refusé mon passage en 5e et donc m'a remis encore une fois en 6e. Et ça m'a vraiment mis mal, tellement que ma scolarité en 6e, elle était chaotique. Je ne voulais plus travailler. Le fait de passer une classe pour moi, c'était comme si je rattrapais mes années perdues. Donc en repassant en 6e au lieu de 5e, ça m'a vraiment, on va dire, traumatisé. Et ça, voilà. J'étais un très bon élève et à partir de la 6e, mon niveau a commencé à chuter. Et même en 5e, ça a chuté. Ça a fait que continuer tellement j'étais démotivé à cause de ça. Voilà. Moi, je voulais vous raconter l'histoire de François le cow-boy. Quand j'étais en CE2, j'avais un instituteur qui s'appelait Monsieur Le Dilly, qui était un homme absolument merveilleux, le meilleur maître que j'ai eu de toute ma scolarité. Et il avait imaginé un projet qui allait consister à fabriquer une histoire tous ensemble avec les élèves de la classe et après à réaliser des diapositives. On n'était pas encore à l'époque de la modernité électronique, des films et toutes ces choses-là. Et il s'agissait donc de travailler en deux temps, de d'abord rédiger une histoire et puis après de l'illustrer. Donc, tous les élèves avaient été invités à raconter un début d'histoire. Moi, j'avais trouvé un début d'histoire absolument formidable. Et comme j'étais une bonne élève, j'étais sûre d'être choisie.
Et puis, celle qui a été choisie, c'est une camarade de la classe de CE2 qui avait commencé, elle, l'histoire de François le cow-boy. Et moi, je trouvais ça super débile qu'un cow-boy s'appelle François. Et toute la classe avait voté pour François le cow-boy. Et moi, je trouvais ce texte absolument pitoyable. J'étais très fâchée. Quand j'étais rentrée à la maison le soir, j'avais dit oui, c'est vraiment nul. C'est François le cow-boy qui a été choisi. C'est vraiment une histoire pas intéressante. Et j'en voulais beaucoup à mes camarades d'avoir voté pour cette histoire-là. Et je m'en étais ouverte à l'instituteur qui m'avait dit tu sais, souvent tu fais des choses très bien, mais il arrive aussi parfois que ça soit pas simplement moi qui décide, que le groupe entier décide, donc il faut que tu acceptes cette chose-là, que pour une fois tu n'es pas la meilleure. Donc j'avais accepté, bon an, mal an, et puis il y avait eu une deuxième étape de travail où il s'était agi là pour le coup d'illustrer avec des diapositives l'histoire de François le cow-boy. Et j'avais été choisie avec ma diapositive d'un François le cow-boy absolument magnifique de profil avec un gros nez. Et c'est cette diapositive-là qui avait été choisie pour commencer d'illustrer l'histoire de François le cow-boy. Et ça m'a appris une chose absolument décisive, c'est que on n'est pas toujours bon là où on croit. Qu'on est parfois bon là où on pense ne pas l'être, et surtout qu'il faut se plier à la vie générale et à la vie des autres. Donc je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris que je n'étais plus le centre du monde ni son chef, quand j'étais en CE2. Alors, mon expérience à l'école, malgré le fait que j'ai toujours obtenu depuis ma CP des résultats excellents, mes parents étaient toujours fiers de moi. J'ai toujours mal vécu mon expérience à l'école. Je détestais aller à l'école tout simplement parce que je trimballais avec moi une étiquette de premier de la classe et donc c'est pour ça qu'en fait réussir ce n'était pas vraiment une option, c'était une obligation, et j'avais cette pression constante en classe de la part non seulement de mes parents mais aussi de mes camarades et de l'ensemble de mes professeurs. Et du coup, le seul jour où j'ai véritablement eu un échec, si on peut dire, dans un contrôle comme un autre, c'était une expérience qui m'a vraiment traumatisé parce que c'était, je crois, la seule mauvaise note de toute ma vie. Et ce jour-là, les professeurs étaient vraiment en colère contre moi. Et moi, comme je transportais cette étiquette d'excellent élève, mon orgueil en a vraiment pris un très gros coup. Et c'est ensuite la réaction de mes parents qui a été le plus difficile à vivre parce que j'ai toujours été habitué à ce qu'ils soient fiers de moi. Oui, tu as des bonnes notes, ton bulletin il est magnifique, oui, ton morceau de piano il est magnifique. Et là, d'un seul coup, ils avaient un regard qui était terrifiant. Et ce regard, aujourd'hui, je le revois presque constamment à chaque fois que j'ai un contrôle, en fait. Et ça m'a toujours mis une pression considérable, surtout pendant mes années de collège. Et c'est sans doute pour ça que je les ai détestés. Heureusement, à partir du lycée, ce sentiment s'est petit à petit escompté. Mais une chose est sûre, je pense que jamais il ne disparaîtra de mon esprit. Voilà. Alors une expérience heureuse. Majoritairement, j'ai bien vécu ma scolarité, quoique j'ai vécu quelques moments assez désagréables, que ce soit au niveau des notes ou au relationnel avec mes camarades. Mais mes moments préférés se sont passés au collège. Je faisais du sport en dehors des cours, dans une association sportive au collège, appelée UNSS. Après chaque cours, à midi, je faisais du sport avec mes camarades, avec des professeurs qui ont été très gentils avec moi, on peut dire compréhensifs et compréhensibles. J'ai appris le respect, le fair play, l'entraide, ce qui m'a permis de continuer le sport au lycée. On peut dire que le sport n'est pas forcément quelque chose de physique. Ça m'a aussi permis de me libérer mentalement. Parce que je suis plutôt une personne qui stresse facilement,
qui est anxieuse, qui pense très souvent aux notes et aux cours. Et grâce au sport, j'ai pu me libérer de tout ce poids. Et ce qui m'a rendue heureuse tout le long de ma scolarité, je pense. Je vais vous raconter mes ressentis sur l'école depuis que j'y suis. En fait, toute notre vie, on a été noté sur ce qu'on a appris. Toute notre vie, on a été noté sur ce qu'on a appris et c'est ça qui m'a le plus traumatisé, moi, c'est d'avoir une mauvaise note. Bon, maintenant, je suis habitué. Comme beaucoup de personnes. Team 2, Team 3, tout ça. Bref. Mais en fait, ce qui me traumatise le plus, moi, à l'école, c'est ça, c'est d'être noté. Donc, et je trouve ça plutôt con de noter des personnes sur leur capacité ou bien sur leur connaissance, puisque ça montre pas réellement leur capacité. C'est plutôt péjoratif envers la personne, puisque par exemple, moi je peux avoir un 2, mais c'est pas vraiment mes réelles capacités. En plus de ça, si j'ai un 2, ça va m'empêcher de faire ce que je veux plus tard. Si je me tape des 2 ou des 3, je sais pas, ça va m'empêcher d'aller plus loin dans mes études. Moi, je vais me sentir complexé par ces mauvaises notes et ça va m'empêcher d'aller plus loin dans mes études. Et voilà. Alors, moi, j'ai, en réfléchissant, en fait, pas mal de bons souvenirs d'école primaire. Et je sais pas exactement pourquoi, mais après, ça se gâte, en fait. Après, le collège, pas bien. Le lycée, il y a quelques bons souvenirs de cours ou de profs très motivants, d'enseignements passionnants. Mais en gros, arriver en terminale, j'avais qu'une hâte, c'était de me tirer, vraiment de passer le bac et d'en finir, quoi. Mais à l'école primaire, ouais, alors j'avais moi aussi un super instituteur, un monsieur Bénard. Et le souvenir un peu global comme ça que j'ai, parce que je l'ai eu 2 ans, c'est d'avoir une infinie confiance envers ce type, en fait. L'impression que vraiment, il n'y a rien qui pourrait entacher ça, que je pouvais tout faire. Et donc, en venant là tout à l'heure, je me demandais, mais comment ça se fait ? Pourquoi est-ce que j'avais autant confiance en lui ? Et je me souviens pas très bien, parce que ça commence à être un peu loin, mais je me souviens d'un épisode. On avait un musée dans la classe. Alors un musée très très modeste. Il y avait genre un scorpion dans le formol, 2 ou 3 papillons épinglés, et puis des plumes de je sais pas quoi. Et il nous avait dit, bah voilà, c'est le début de notre musée, donc chacun va rapporter quelque chose et on va faire un grand musée. Et moi, je jouais beaucoup dehors dans ce temps-là. J'habitais dans un endroit où il y avait beaucoup d'animaux errants. Et donc, très fièrement, la semaine suivante, j'avais rapporté un crâne de chien que j'avais trouvé lors de l'un de mes jeux, qui était tout propre, tout clean et tout. Et j'avais pas du tout réalisé que j'étais en train de faire un truc un peu étrange, rapporter un crâne de chien à l'école. Et j'étais arrivée très fièrement et il m'avait dit, mais super, on avait mis mon crâne de chien dans le musée. Il est resté 2 ans. Quand je suis partie, il y était encore. Et après, en parlant un peu avec mes parents, avec des adultes, avec du monde, je me suis rendu compte que c'était pas gagné d'avoir un crâne de chien dans la classe. Et je me suis dit que quand même, il y avait là... J'étais vraiment ressortie de là en me disant, en fait, je peux tout faire, quoi. Ce sera forcément bien pris, ce sera forcément valorisé. Et l'important, c'était qu'il y ait un nouvel élément dans le musée. Voilà. Donc voilà, contrairement à ici en France, vous avez maternelle, 3 ans, 6 ans après primaire, mais en Algérie c'est directement primaire. Donc moi, contrairement aux autres élèves, j'ai fait une crèche privée de je sais plus 2 ans. Et donc moi j'avais l'habitude du rythme scolaire, tout ça. Les premiers jours je voulais du primaire, je voulais pas que mon père m'accompagne, tout ça, mais lui c'était sa fierté, tout ça, son premier fils qui rentre à l'école. Et donc voilà, je suis parti tout seul, mais lui il m'a suivi, la chance. Parce que quand je suis arrivé, les élèves étaient tous traumatisés, tout ça, ils avaient tous peur avec leurs parents, tout ça, donc moi je commençais à stresser. Et la chance que lui il m'a suivi, donc je suis resté collé à lui. Alors juste on a fait là-bas parce qu'on remonte le drapeau avant d'aller dans la classe. Donc après avoir remonté le drapeau, on est allé donc dans ma place, il m'a installé dans la première table.
et je voulais pas me décoller à lui. Voilà, j'avais vraiment peur et stressé. Je voyais des enfants qui pleuraient et tout ça. Je me disais qu'est-ce qu'ils vont me faire. Donc j'arrivais pas à me lâcher. Lui, il avait un petit peu, il voulait pas me lâcher aussi, mais bon. Le directeur, un gars que je trouve maintenant stupide vraiment, il est venu, voilà, il a un petit peu enlevé mon père et il m'a donné une claque, une forte, hein, j'ai apprécié. Après, voilà, juste parce que je voulais pas lâcher mon père. Après, bien sûr, mon père allait le tabasser, mais bon, c'est un détail, il l'a pas fait. Voilà, donc ça, c'était vraiment un truc traumatisant. Mon père voulait pas le raconter à ma mère, voilà. C'était vraiment traumatisant. Moi, je voulais plus, mais ma mère l'a découvert parce que moi qui étais vraiment excité d'aller à l'école, tout ça, de commencer les études, et ben juste après, je voulais plus retourner. J'avais vraiment peur, tout ça. Après, elle l'a découvert. Mais grâce à une prof que maintenant je la considère comme ma deuxième maman. Elle s'appelle Madame Laimesh, c'est ma meilleure institutrice. C'est elle qui m'a vraiment aidé à reprendre le cursus scolaire, qui m'a et vraiment c'est grâce à elle que je suis là, que j'ai une envie de réussite, même si les notes c'est pas vraiment ça. Comme Salem l'a dit, mais les notes vraiment c'est pas ça. Pour moi c'est pas représentatif. Peut-être que j'étudie tout ça, mais toujours les notes c'est vraiment toujours nul. Donc je pense qu'il faut changer ça. Et voilà, comme il a dit, ça va pas me permettre de faire ce que je veux, donc c'est dommage. Voilà, donc tout ça grâce à la prof. Voilà. Donc moi je vais vous raconter mon premier jour en maternelle. Moi j'étais surexcité à l'idée d'aller à l'école. Donc je me rappelle, ma mère elle me préparait, elle était en train de me mettre, elle me faisait beau, elle me faisait la coupe, elle me faisait elle m'a mis la chemise, le petit jean, etc. Donc quand j'arrive à la maternelle, moi j'ai hâte de rencontrer les petits qui allaient être avec moi et mes potentiels amis, futurs amis. Et donc quand je rentre à l'intérieur de la classe, je dis même pas au revoir à ma mère, moi elle est quand même restée. Donc je cours, je me précipite à l'intérieur de la classe. Et là je vois au moins une quinzaine de petits. Et ils sont tous là, en train de pleurer, en train de crier maman, 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 maman. Et donc, moi je la regarde comme ça, je comprends pas. Je la regarde comme ça, subjugué, on va dire. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? J'ai atterri. Après, je me retourne, je cours voir ma mère, je reste à côté d'elle. Je dis, pourquoi ils pleurent? Ils font, parce qu'ils aiment leur maman. Je fais. Après, j'ai dit, ouais, moi aussi je t'aime bien, mais pourtant, c'est pas pour ça, c'est pas pour autant que je t'ai pleuré. On m'a fait, non, mais c'est pas grave. Donc après, elle m'a mis un petit coup de pied pour que je reparte. Et ensuite, en repartant, je vais voir une fille, je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, je sais pas. Et donc après, je lui dis, bon, arrête de pleurer. Elle voulait pas arrêter de pleurer. Donc après, je me suis énervé. Moi, je vais pas raconter la suite. Bref. Voilà, dès que j'ai vu qu'il y avait toutes les personnes, tous mes camarades qui étaient en train de pleurer, donc après, je me suis dit, on va faire comme tout le monde. Donc après, je me suis forcé à pleurer. Voilà. En fait, moi, c'est ni un souvenir heureux ni malheureux, mais je peux juste dire que mes plus belles années, c'était les années de collège. Parce qu'en fait, en début de 6e, j'ai rencontré une fille et elle s'appelle Nadine. Et c'est devenu ma meilleure amie, quoi. On restait tous les jours ensemble et on a passé toutes nos années de collège ensemble, 6e, 5e, 4e et 3e. Et puis, ça m'a fait un choc de la laisser en seconde et j'ai ressenti un grand vide. Donc, je me suis dit, comment je vais faire sans elle, quoi. Et j'étais vraiment, vraiment triste. Mais après, voilà, quoi. J'avais pas le choix, donc j'ai continué mes études. Et puis maintenant, on s'appelle tous les jours et elle est partie dans un lycée bien loin. Donc, mais on s'est gardé en contact. Bonsoir à tous. Comme mon prof il a demandé pour parler mon moment heureux et malheureux. Franchement, j'avais une expérience en deux cas. Quand j'étais dans mon pays, j'avais
plein d'amis, presque 25 en fait. En fait, là-bas, on habite très à côté. Donc, toutes les soirées, on va être avec eux. Au moment où j'arrive en France, donc avant 2-3 jours, je savais que je devais partir en France. Donc, soudainement, quand je voulais, ça veut dire, quand je voulais arriver en France, ça veut dire, j'ai pas trouvé un mot. To leave them, pour quitter. Soudainement, ça fait très mal pour moi. En fait, quand j'arrive en France, je ne sais pas quelle langue des Français on parle. Quand j'arrive ici, c'était très mal pour expliquer quelque chose qui je sais. Peut-être je sais quelques réponses, mais je ne peux pas expliquer pour les autres. Et j'ai trouvé que c'était très difficile pour avoir des amis en France. Après, quand j'arrive ici, j'ai été en classe d'accueil. Là-bas, que des profs sont mon ami. Il y a 7 profs. Jusqu'à là, les profs sont guident moi. Ça veut dire même pour le remise de bulletin, j'arrive avec un prof de mon collège. Tellement ils sont guidés moi. Encore, n'est pas seulement au collège, même en lycée, j'ai trouvé des profs magnifiques. Je ne peux pas expliquer avec des mots. J'avais d'expérience. J'ai toujours remercié pour tous les profs que j'ai vus. N'est pas seulement des profs qui font pour moi cours, mais ailleurs, il y a des profs aussi. Merci beaucoup. Quelque chose qui m'a marqué, c'est lorsque j'étais en CM2. C'est lorsque j'ai quitté, on a fait le premier voyage scolaire à la fin de l'année, non, au mois de janvier. C'est le jour où j'ai quitté mes parents pour la première fois de ma vie. Quand je suis partie en classe de neige, en CM2, j'avais pas de très bonnes notes. Pour moi, c'était juste le voyage. Pour moi, le voyage, c'était très important. Mais les notes, je m'occupais, mais je m'en occupais pas trop aussi. Quand je suis partie en classe de neige, c'était des moments heureux avec les profs. J'ai aimé... j'ai eu une prof qui s'appelle Sonia Madoui. En cours, en fait, c'est la seule prof qui était cool avec moi. Elle... comment dire ? Quand j'étais en classe de neige, elle était plus friendly. Elle était elle était pas comme les autres profs. Les autres profs, par exemple, quand j'étais en CP, en CE1, en CE2, ils étaient sévères. Pour eux, j'étais une élève moderne qui faisait pas de bêtises, qui travaillait tout le temps, mais pas de très bons résultats. Et voilà. Alors d'abord, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement émouvant. Enfin, l'ensemble de ce que vous avez dit était émouvant parce que vous avez réellement parlé avec énormément de sincérité en rappelant des souvenirs et souvent certains souvenirs étaient assez traumatisants. Enfin, et certains ont eu vraiment des difficultés, ont souffert, etc. Et puis d'autres ont fait état d'un certain nombre d'expériences heureuses. Alors, si on essaye pas de résumer, mais de dégager un peu quelques traits, mais j'essaye, hein, et puis Damien va le faire. Enfin, je veux dire, c'est un premier essai, c'est pas du tout définitif. Enfin, on est tous en train d'écouter. Moi, c'est mes réactions personnelles. Hein, je veux dire, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire la vérité, quoi. Je veux dire, bon. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que aucune et aucun d'entre vous n'a pensé comme une expérience heureuse une découverte intellectuelle, un théorème que je disais tout à l'heure, ou trouver un plaisir extraordinaire dans l'apprentissage du subjonctif, je veux dire, bon, et la seule expérience d'intéressant, c'était la dissection
Et donc, c'était quand même couper le truc. Je veux dire, bon, et ça, alors, je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience heureuse, en tous les cas, de savoir, de connaissance, de découverte, d'émancipation intellectuelle. C'est-à-dire, vous l'avez fait, et puis certains d'entre vous disent qu'ils ont très bien réussi, tout ça, etc. Mais le fait que l'apprentissage ou l'histoire de Thélème, enfin, je veux dire, le plaisir d'apprendre, tout ça, ça n'a pas l'air d'être vraiment une source de bonheur. Alors, par contre, ce qui est extrêmement frappant, je trouve, et ça, je crois que c'est fondamental, et vraiment, vous l'avez très bien dit, c'est modulé par les uns, par les autres, avec des airs différents. Mais les expériences les plus heureuses que vous ayez eues, c'est la rencontre d'un prof, d'une prof, qui vous a reconnu pour ce que vous étiez et qui vous a donné confiance. C'est-à-dire que, aussi bien, enfin, je veux dire, là j'ai pris un peu des notes, mais je veux dire, vous avez tous parlé de l'expérience que vous avez pu faire, de la rencontre d'un prof, mais non, tu lis très bien. Bon, quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous reconnaît pour ce que vous êtes, qui ne vous note pas, mais avec lequel s'établit entre vous et elle, cette personne, qu'elle soit masculine ou féminine, une relation de confiance et de reconnaissance. Et à ce moment-là, avec l'histoire de la confiance, il y a tout de suite le mot fierté. Et le mot fierté, il est apparu dans plein de cas. J'étais fier. Mes parents étaient fiers de moi. Je suis fier de moi, etc. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et on peut penser que l'une des grandes fonctions de l'école, c'est de donner confiance aux élèves et qu'ils aient des moyens d'être fiers d'eux, et pas seulement pour les notes. Alors, toute la critique que vous avez faite des notes, je trouve que c'est extrêmement intéressant, puisque finalement, à vous écouter, l'école, ce serait une machine uniquement à noter, et donc à noter négativement. Et bon, voilà. Moi, si vous voulez, j'ai une expérience aussi, c'était en classe préparatoire, donc c'était une classe littéraire, et on devait faire un thème latin. Alors le thème latin, ça consiste à traduire un texte français en latin. Bon. Alors c'était extrêmement dur, tout ça. Bon. Et pendant 5 mois, toutes mes notes, on en avait à peu près un tous les 15 jours, étaient négatives. J'ai commencé à moins 52. Et alors, quand les profs rencontraient les notes, ils disaient, etc., machin, moins 52, etc. Et donc, c'est terrible, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il y en avait l'autre qui avait 16, 18, etc. Bon. Et le sentiment, si vous voulez, d'être complètement en dessous, c'est vraiment très, à la fois humiliant, désagréable, etc. Alors, on peut l'accepter si on vous tend la perche pour vous faire vers des progrès. Mais ça, je crois que le sentiment de confiance et le sentiment de fierté, et avec la relation que vous avez avec un prof, une prof, ça, vous l'avez toutes dit, vous avez tous rencontré à un moment donné une prof qui vous a pris et vous a, bon, il y a des mots très forts, sauver la vie, enfin, je veux dire, bon, et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, dans l'appel d'offres auquel on va répondre, je pense que tout ce que vous avez dit là doit être pris, enfin mieux analysé que je le fais maintenant, mais à mon avis c'est un trait extrêmement fort qui manque à l'école française, la relation, je veux dire, qui n'est pas, enfin, un peu d'homme à homme, quoi, ou d'homme à femme, de femme à homme, etc., mais enfin humaine, qui ne soit pas une relation de notes, c'est-à-dire vous valez 2, vous valez 3, vous valez 18, etc. Mais quelqu'un qui vous fait confiance et qui vous donne confiance en vous. Et là, vous l'avez tous dit. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, et que c'est des expériences effectivement heureuses, parce que on se dit, bon, ben, je ne suis pas nul, j'existe, je peux faire des trucs, et c'est pas seulement sur les performances scolaires. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'a frappé. Et l'histoire de la confiance. Bon. Et de même, celui qui a parlé de la danse, là, je veux dire, c'est à propos de la danse, la rencontre avec le prof, on pourrait dire que, enfin, toi tu l'as dit sur la danse et sur l'expérience physique, avec tout ce que tu as très bien décrit, tout ce que c'était le sentiment du corps, etc. Et en même temps, là c'est sur la danse, mais c'est pour toutes les autres expériences que vous avez données, c'était la même chose. C'est un cas, si vous voulez, ou un exemple qui résume
beaucoup, de manière très spectaculaire et esthétique, quoi, quelque chose dont vous avez fait l'expérience. Donc ça, je crois que ce serait intéressant et que finalement l'école de la réussite, ce serait l'école qui arriverait à donner confiance à chacun d'entre nous pour qu'il donne le meilleur de lui-même, mais en le reconnaissant lui-même comme il est, et voilà, et sans l'obliger, etc. C'est-à-dire que l'élève fasse la route lui-même, quoi, mais assuré, quoi, qu'il n'a pas peur, qu'il n'a pas peur de se casser la gueule, qu'il n'a pas peur d'être mauvais, etc., qu'il fonce, quoi. Voilà, moi c'est ça qui m'a semblé, et encore une fois, je trouve que ce que vous avez dit était extrêmement juste, extrêmement émouvant, et vous mettez le doigt, là, tous ensemble, sur un point très très important de l'école française telle qu'elle est, c'est qu'elle déstabilise les élèves plus qu'elle ne les encourage. Et ça, c'est fondamental. Il faut le dire, il faut les persuader au Conseil économique et social que c'est ça qu'il faut changer. Et je pense que vous pouvez arriver à le dire d'une manière très, très, très personnelle, très vivante, et vous l'avez vécu. Bon, merci beaucoup pour tous vos témoignages, qui étaient très sincères. Et ce que j'y ai vu, c'est que vous avez toujours, plus ou moins, raconté une expérience hors du cadre. C'est-à-dire que c'est la rencontre avec le prof, mais ça se fait après l'heure de cours ou en dehors de l'établissement. C'est en tout cas quasiment toujours hors du cadre des programmes. Bref, l'école en tant qu'institution, elle a construit plein de cadres, et vous, les seuls moments où vous vous sentez bien, c'est en dehors du cadre. Le seul moment où vous acceptez le cadre, ou en tout cas où il vous fait plaisir, c'est quand on vous donne la bonne note. C'est le seul cadre finalement qui mérite grâce à vos yeux. Et puis ce que je me demande moi, c'est que notre projet, c'est de donner des indications, peut-être des informations, pour permettre à l'école de permettre la réussite de tous. Et l'intérêt du souvenir, le mot souvenir, c'est l'idée de la trace laissée dans la mémoire d'un événement du passé. Et donc ça permet bizarrement de se décentrer, parce que ce que l'on vit en ce moment à l'école, c'est la perception qu'on a des autres uniquement, alors que le souvenir qu'on a dans l'école nous met aussi, nous, au milieu des autres. Et quand on voit ça, on voit qu'on manque de chaleur humaine, manque des problèmes de relationnel entre élèves, que le relationnel élève-prof pose problème, l'institution aussi, on n'a pas parlé des CPE, des absences, de tout ce qui ne va pas, qu'on ne peut pas dire quand on va mal à l'école. Et donc, à chaque fois, il y a une dissonance entre le cadre et ce que vous en percevez, ce que vous y vivez. Donc, peut-être que l'école de la réussite de tous, c'est peut-être une école déjà qui s'interroge sur quel cadre elle fabrique et quelles conséquences il a sur les gens qui sont à l'intérieur de ce cadre. Ensuite, il y a peut-être l'idée que si c'est à chaque fois en dehors du cadre, c'est peut-être que le cadre est trop rigide, qu'on ne vous donne pas de marge de liberté, marge de manœuvre. Et en même temps, il y a un point un peu opposé que je voudrais soulever, qui n'a jamais été évoqué. C'est l'idée que c'est l'école de la République dans laquelle on est. On n'a pas parlé du privé, on n'a pas parlé des gens qui élèvent leurs enfants chez eux. Et sinon, si on a évoqué l'école à l'étranger, c'était plutôt l'école de régime autoritaire. L'école de la République, c'est pas n'importe laquelle, elle a un projet idéologique. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle est si à cheval sur les cadres. Le projet idéologique de la République, c'est d'inculquer des valeurs. Elle dit ouvertement, l'école de la République, qu'il vaut mieux la démocratie que la dictature, qu'il vaut mieux la liberté, l'égalité, la fraternité qu'autre chose. Et c'est non négociable. C'est non négociable. Et tout le monde veut la liberté, l'égalité, la fraternité, mais si on force trop, on pourrait finir par nous en donner une mauvaise impression. Parce que si on fait le bilan aussi de ce point de vue-là, entre vous, l'école vous amène à être moins fraternel, entre vous, on vous note. L'école vous amène à être quasiment pas libre. Vous n'avez pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit on pourrait faire la liste du règlement intérieur. Et l'égalité, elle disparaît à partir du moment où on vous note. Donc le paradoxe que je soulève, c'est quand même que le cadre fabriqué par la République pour le projet républicain, qui est légitime, qui est l'émancipation collective, produit le contraire de ce qu'il contient en termes de valeurs idéologiques.
Alors, je voulais pas mettre la mauvaise ambiance ce soir, mais du coup, je vois aussi cette question-là nouvelle. Comment faire que l'école de la République mette en avant les valeurs républicaines, y fasse adhérer à ces valeurs, fasse qu'on s'en saisisse, et que le cadre fabriqué pour cela soit pas un cadre qui l'empêche.